Bonjour. Alors normalement, vous devriez passer sans encombre à travers ce que je vais vous raconter ce matin. D'abord parce que vous rentrez de vacances et donc vous êtes reposé, vous avez passé des nuits normales. Ensuite, vous êtes jeune et vous connaissez probablement cette définition de la jeunesse qui est: on est jeune tant qu'on se croit éternel et invincible. Et donc, tant qu'on est éternel et invincible, n'importe quel problème dont on peut vous parler, c'est même pas peur. Voilà. Donc normalement, même pas peur. Qui, dans cette salle, n'a jamais entendu parler de transition énergétique? Bon, tout le monde a entendu parler de transition énergétique. Qui, si tout de suite, là, je vous disais, pas de conférence, il y a devoir sur table, et je vous demande de me définir l'énergie, est capable de répondre à la question? Alors, il y a 3 courageux ou inconscients. Bon. Alors voilà, ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin, c'est que transitionner sur un truc qu'on n'est pas capable de définir, c'est quand même un peu problématique. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer ce matin, c'est de quoi on parle quand on parle du problème à traiter. Donc, je ne vais pas beaucoup vous parler de solutions. De toute façon, ça va vous occuper jusqu'à votre mort. Donc, voilà, comme ça, vous aurez un peu de travail. Par contre, je vais essayer de vous donner quelques éléments de cadrage sur le problème à traiter. Vous allez voir qu'il est malheureusement beaucoup moins simple que l'idée qu'on peut s'en faire quand on lit le journal. Vous travaillez un certain nombre de vos anciens. Non, pardon, je ne veux pas être désagréable. Alors, d'abord, on va commencer par allonger un peu l'âge du départ à la retraite. Il paraît que cet homme est parti à la retraite. On va commencer justement par rentrer directement dans le vif du sujet, qui est, quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on? Si je vous pose la question, non pas qui est capable de me définir ce que c'est que l'énergie, mais à votre avis, c'est quoi l'énergie? Alors, je ne vous pose pas la question juste à vous, je pose la question à la population française dans son ensemble. La première chose à laquelle les gens vont penser si je leur parle énergie, c'est pas du tout physique, c'est argent. Les gens vont penser à l'argent. Donc les gens, ils vont vous répondre immédiatement, l'énergie, c'est un truc qui s'achète. Donc c'est une facture. En gros, donc l'énergie, c'est une facture d'électricité, c'est une facture de gaz. Quelques audacieux me parleront de leur facture de carburant, surtout s'ils sont gilets jaunes. Mais voilà, ce qu'on va avoir immédiatement en tête, c'est l'énergie, c'est une facture. Donc si on parle d'énergie, ce qui est important, c'est de savoir si ça coûte cher ou pas cher. Et puis, il n'y a pas tellement de lien avec le reste de la manière dont la société évolue. On confie ça à 3 ingénieurs. Si l'éolien vaut moins cher que le nucléaire, on fait de l'éolien. Voilà, le problème est réglé. Alors vous allez voir que malheureusement, c'est la mauvaise réponse, ou en tout cas, c'est une mauvaise réponse. Et la raison est très simple. C'est que si vous regardez ce que vous coûte vraiment l'énergie, alors je vais vous poser la question, qui dans cette salle paye une facture d'électricité ou de gaz en direct? Qui dans cette salle, parmi ceux qui ont levé la main, est capable de me répondre instantanément quel était le montant de ma dernière facture? Voilà, donc vous en avez, je ne sais pas, à vue de nez, 15% de ceux qui ont levé la main avant. Par contre, qui dans cette salle loue un appartement? Et qui est capable de me dire quel était le montant de son dernier loyer? C'est les mêmes, d'accord? Donc ce que je viens de vous montrer, c'est que l'énergie, c'est une suffisamment petite facture pour que ça ne soit pas présent dans votre esprit comme étant quelque chose de significatif dans vos dépenses. Et de fait, c'est une petite facture. Quand vous regardez ce qu'on dépense pour les achats d'énergie, que ce soit au sein des ménages ou pour l'économie dans son ensemble, vous allez tomber, alors selon la personne qui achète, selon l'énergie, etc., sur quelque chose qui représente quelques pourcents de nos dépenses. Si je vous le dis autrement, le chiffre d'affaires des acteurs énergétiques dans le PIB mondial, c'est quelques pourcents du PIB. D'accord ? La valeur du pétrole qu'on achète tous les ans, par exemple, sur les marchés, c'est 3% du PIB mondial. Donc si je regarde ce que vaut l'énergie en termes de facture, c'est quelques pourcents de nos dépenses, et à ce moment, homo economicus rationalus va se dire, si c'est quelques pourcents de mes dépenses, je vais y passer quelques pourcents du temps, fermer le banc, le reste du temps, je m'occupe de choses sérieuses. Et c'est très exactement comme ça que raisonne la quasi-totalité du monde des décideurs économiques, politiques et des hauts fonctionnaires. C'est une facture, quelques pourcents de ce qu'on dépense, on s'en occupe quelques pourcents du temps, etc. Alors malheureusement, ce raisonnement est à peu près aussi pertinent que si je vous dis votre cervelle, c'est 2% de votre poids. Et soit dit en passant, chez les hommes, la testostérone, c'est beaucoup moins que 2% du poids. Donc, vous pouvez vous en occuper 2% du temps, puis le reste du temps, ce n'est pas la peine. D'accord ? Il est absolument évident que si je vous enlève la moitié de votre cervelle, vous allez avoir quelques petits problèmes dans la vie. Et si chez les hommes, j'enlève la totalité, ou chez les femmes, la totalité des estrogènes, je vais un tout petit peu modifier ce qui vous arrive, alors que j'ai touché à quelque chose qui représente une infime fraction de votre masse. D'accord ? Donc, ce que représente l'énergie en part de nos dépenses, ce n'est pas le sujet, parce que vous allez vous rendre compte que la totalité de ce qui fait le monde moderne en dépend. Et ces raisonnements économiques en part de camembert
masque le lien de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. Il y a une autre ânerie qu'on cite couramment qui est l'agriculture, c'est 2% du PIB, donc si on s'en passe, c'est pas très grave. Enfin, sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants du PIB, vous pouvez les oublier aussi. Donc les raisonnements en part de camembert, faites très très attention, il y a une illusion extrêmement courante dans ce genre de raisonnement qui est que ça ne vous donne pas les liens de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. D'accord ? Ne basez jamais, jamais, jamais un raisonnement pour l'avenir sur des parts de camembert, sans avoir vérifié que les parts étaient indépendantes les unes des autres. Donc l'énergie, c'est quelques pourcents de ce qu'on dépense, donc c'est pas grave si c'est une dépense. Alors après, la deuxième réponse qu'on va pouvoir vous faire en ce moment, c'est il faut l'économiser. Ce qu'on va vous dire, c'est la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas. Eh bien, perdu, si vous êtes dans cette salle aujourd'hui au lieu d'être en train de ramasser des patates, eh bien c'est justement parce qu'on n'a pas économisé l'énergie depuis 2 siècles. C'est ce que je vais vous raconter dans pas longtemps. La troisième chose qu'on vous raconte parfois sur l'énergie, c'est qu'il faut qu'elle soit totalement ENR. Alors je vais vous montrer dans pas longtemps que totalement ENR, c'est le monde dont on sort. Il y a 3 siècles, le monde était 100% ENR. D'accord ? Il y a 3 siècles, le monde n'utilisait que des énergies renouvelables. Que ça. Nous n'utilisions que la traction animale, la biomasse, la force du vent, les moulins, donc à vent et à eau, etc. On n'utilisait que ça. Et en fait, ça fait 3 siècles qu'on a passé notre temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Vous voyez, on avait une marine 100% renouvelable. On s'est dit non, quand même, pour faire venir les fringues de chez Zara rapidement dans les supermarchés français, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux une marine fossile, ça marche beaucoup mieux. Et puis, on avait des transports 100% renouvelables, et on s'est dit non, quand même, pour faire venir les pêches du Sud-Ouest rapidement à Paris, ça marche beaucoup mieux d'avoir des transports 100% fossiles, c'est beaucoup plus efficace. On avait une agriculture 100% renouvelable, les gens mangeaient des patates et des oignons, ils avaient mauvaise haleine, et on s'est dit non, quand même, pour manger du beefsteak à tous les repas, c'est beaucoup mieux d'avoir une agriculture 100% fossile, c'est beaucoup plus efficace. On avait des travaux publics 100% renouvelables, donc le canal de Suez et les voies romaines, on les faisait à la pelle et à la pioche, et on s'est dit non, quand même, pour faire rapidement des ronds-points, très important les ronds-points dans ce pays, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des travaux publics fossiles, et donc on a utilisé les travaux publics fossiles. On avait une construction 100% renouvelable, 1 siècle pour faire Notre-Dame, en version 1, en version 2 ça ira plus vite quand même, alors qu'aujourd'hui il faut 1 an pour faire une tour à la Défense, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une construction 100% fossile, enfin essentiellement fossile. On avait une industrie 100% renouvelable, basée sur les moulins, et on s'est dit non quand même, pour faire le dernier smartphone à 20 € par mois, c'est quand même beaucoup plus efficace d'avoir une industrie 100% fossile, et nous avions même des séchoirs à luzerne 100% renouvelables, ça s'appelle le soleil, et aujourd'hui on a des séchoirs à luzerne à gaz, parce que c'est beaucoup plus efficace. Donc ça fait 2 siècles que nous passons notre temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Alors de 2 choses l'une, ou bien on est des crétins patentés, ce qui est possible, après tout, il y a un certain nombre de philosophes qui le disent, ou bien c'est qu'il y a une raison physique profonde au fait qu'on ait fait ça pendant 2 siècles, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à partir de maintenant. Il y a une raison physique profonde à ce qu'on ait fait ça, et donc ça ne va pas du tout être a piece of cake, comme disent les Anglais, de passer à 100% ENR en conservant le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui et les études longues qui vous permettent d'étudier ici. Mon pari, c'est que c'est juste pas possible, mais je vais essayer de vous le démontrer après. Donc, on a 3 mauvaises réponses. Ce n'est pas une facture, on ne l'a pas économisé jusqu'à maintenant, on va le voir, et en fait, on a passé notre temps à sortir du monde 100% renouvelable. En fait, la bonne réponse en ce qui concerne l'énergie, vous allez voir à partir de maintenant, c'est que l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. Vous savez, Superman ou Superwoman, peu importe, il vole. Nous volons, on a des avions. Il a une force musculaire absolument monstrueuse, il peut arrêter ce qu'il veut. Eh bien, l'énergie, c'est ce qui vous permet de construire des machines qui arrêtent ce que vous voulez. Il suffit que la machine soit suffisamment grosse. Le Superman, il a la possibilité de voir très loin. Eh bien, grâce à l'énergie, on fait des engins, on fait des prothèses oculaires qui nous permettent de voir très très loin. Ça s'appelle des satellites ou des télescopes, etc. Donc, en fait, l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. C'est ça que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Et c'est bien pour ça que la drogue est si douce et que c'est si difficile de s'en passer. Alors pour ça, je vais avoir besoin de revenir à de la physique. Alors, qui a fait de la physique dans ces jeunes années ici avant de rentrer? Ah, très bien. Donc tous les gens qui ont fait de la physique, normalement, ils sont capables de me définir ce que c'est que l'énergie. Ils n'ont pas levé la main tout à l'heure. Hein. Donc ou bien ils n'écoutaient pas. Alors je vais vous donner... en fait, les physiciens continuent à discuter sur une manière unique de résumer ce que c'est que l'énergie en une phrase, mais moi je vais vous donner la mienne. Enfin, on est à peu près tous d'accord. En fait, l'énergie, par définition en physique, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement.
Alors je vais vous le dire de manière encore plus sophistiquée, l'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. C'est ça l'énergie en physique. Donc dès que vous avez un système qui change d'état, qui change de température, qui change de vitesse, qui change de forme, qui change voilà, n'importe quoi, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Donc compter l'énergie, c'est compter la transformation physique du monde qui nous entoure. C'est ça, l'énergie. Donc c'est une grandeur physique, avant d'être un sujet de débat politique. Or, les grandeurs physiques ont une très mauvaise idée, c'est d'être régies par des lois qui ne dépendent pas de nous. D'accord ? Donc si vous avez envie, parce que c'est dans un programme politique, de changer la loi de conservation de l'énergie par un vote à l'Assemblée nationale, parce que vous vous dites que ça ferait bien dans un programme politique, vous pouvez toujours y aller, je parie toutes mes économies contre qui veut, vous n'y arriverez pas. Parce que l'énergie, encore une fois, c'est une grandeur physique régie par des lois qui ne dépendent pas de nous. C'est très désagréable d'avoir des trucs qui ne dépendent pas de nous. Hein. On a justement, avec ce siècle de progrès technique et de diffusion énergétique, on pense qu'on peut régler absolument tout et s'opposer à absolument tout. Non, pas tout à fait. Alors, il y a une loi cardinale en physique qui régit l'énergie, qui s'appelle la loi de conservation. Alors, le dictionnaire est bien fait. La loi de conservation, elle dit un truc très simple. Elle dit, dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. C'est pas, je te fais 10% en plus, en moins, si je suis un bon négociateur. Non, non, c'est rigoureusement constante. Donc, appliqué aux hommes, ça veut dire que les hommes n'ont pas d'autres possibilités en ce qui concerne l'énergie que d'extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà et de l'utiliser à leur profit. Alors, utiliser de l'énergie, en fait, ça veut dire en pratique la mettre dans un convertisseur, c'est-à-dire que vous rentrez l'énergie dans un système physique qui va vous en sortir autre chose. Alors, historiquement, le seul système physique que les hommes ont utilisé, ou le premier système physique plus exactement que les hommes ont utilisé, c'est eux-mêmes. Donc, nous sommes notre premier convertisseur d'énergie, et l'énergie qu'on met dedans, ça s'appelle manger, miam miam, 3 fois par jour. Enfin, dans les pays dans lesquels on a de quoi. Donc, le premier convertisseur qui a été utilisé par les hommes, c'est leur propre organisme, alimenté par une énergie qui est l'alimentation. Et nous en sortons 2 choses, de la chaleur, beaucoup, parce que nous sommes des animaux à sang chaud, du mouvement, un peu, et la capacité à raconter 3 trucs intéressants ou moins intéressants devant un micro, c'est du mouvement. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait exploiter à notre profit d'autres sources d'environnement, d'autres sources d'énergie disponibles dans l'environnement, et ça a été justement les énergies renouvelables. Donc le bois, le vent, la force de l'eau, etc., qu'on a confié à d'autres convertisseurs, alors certains biologiques, par exemple la biomasse, on peut la confier à un convertisseur biologique qui s'appelle un animal de trait, et à ce moment, on démultiplie déjà une première fois notre force musculaire. Mais on peut aussi la confier à un convertisseur inerte, par exemple un moulin, un truc qui n'est pas un être vivant, et ça va aussi démultiplier notre force musculaire. Et puis, on a comme ça utilisé à peu près toutes les énergies renouvelables disponibles pour augmenter la capacité qu'on avait à transformer l'environnement. Et puis un jour, il y a des ingénieurs géniaux qui sont arrivés en disant « Mais moi, j'ai beaucoup mieux que ça, monsieur. J'ai un truc qui s'appelle le moteur. » Alors, le moteur, c'est un autre convertisseur, tout à fait inerte aussi, fait de métal, et qui est capable de manger une énergie que vous n'êtes pas capable de manger, parce que vous ne mangez pas du pétrole, enfin, vous ne buvez pas du pétrole, c'est pas terrible, du reste, je ne vous le conseille pas. Mais par contre, ces convertisseurs-là sont capables d'exploiter à leur profit des énergies dont nous ne faisons rien, du pétrole, du gaz, du charbon, voire de l'uranium, et d'en sortir des quantités de transformation de l'environnement absolument considérables par rapport à ce que nos muscles sont capables de faire. Et donc, nous avons cru et multiplié. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous verrez énergie quelque part dans un article de journal, un discours, etc., vous barrez énergie et vous remplacez par machine. Dit autrement, utiliser de plus en plus d'énergie, c'est utiliser de plus en plus de machines. Alors, la quantité d'énergie que vous utilisez, vous, il y en a une petite partie que vous voyez en direct, l'immensité, vous ne la voyez pas. Personne n'est rentré tout nu dans cette salle. C'est interdit en France, du reste. Alors, ce que vous avez fait pour ne pas être tout nu, c'est que vous êtes habillé ce matin. Eh bien, en vous habillant, vous avez utilisé à votre profit des milliers de machines, vous vous en êtes même pas rendu compte. Tous ceux qui ont des fibres naturelles, du coton, du lin, etc., ont utilisé, sans s'en rendre compte, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des machines qui ont entreposé ça dans des silos, des camions qui ont transporté ça jusqu'à des filatures, des usines de produits chimiques qui ont fait la teinture, etc. Vous vous en êtes même pas rendu compte, mais vous avez utilisé tout ça à votre profit. Si vous êtes vêtu avec des fibres synthétiques, donc tous les polis machins chouettes, eh bien, vous avez utilisé des dérivés du pétrole. Donc vous avez utilisé, sans vous en rendre compte, une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapocraqueur, etc.
Et tout ça, vous l'avez fait alors même si vous êtes très mal réveillé le matin, vous ne mettez quand même pas un quart d'heure à vous habiller, enfin sauf si vous êtes devant votre garde-robe à hésiter, mais ça va très très vite, d'accord? Donc en 1 minute, vous avez exploité des milliers de machines à votre profit. Voilà. Je pourrais vous décrire tous les actes de la vie courante que vous faites jusqu'à ce que vous soyez rentré dans cette salle. Chacun de ces actes exploite des milliers de machines, des dizaines de milliers de machines à votre profit. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et l'énergie que vous utilisez, elle est essentiellement là. Retenez qu'un homme au travail de force, c'est capable de fournir de 10 à 100 kWh d'énergie mécanique dans l'année. Et je vous rappelle que l'énergie, c'est la capacité à transformer l'environnement. Si maintenant vous prenez un litre d'essence, dont vous savez évidemment, avec l'actualité récente, qu'il coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50 €, monstrueusement cher, etc., eh bien, dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie thermique, vous faites passer ça dans un moteur, vous avez 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans un litre d'essence qui coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50 €, vous avez la même capacité à transformer l'environnement, dans un litre, j'insiste, que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. 1 litre. Et les Français en consomment des centaines de litres par an, chacun. Si maintenant on parle argent, puisque au fond il n'y a que ça qui nous intéresse, eh bien, le kilowattheure d'énergie mécanique d'un homme au travail ou d'une femme au travail va me coûter en Occident, si je le paye au SMIC, de quelques centaines à quelques milliers d'euros le kilowattheure, alors qu'en face, la machine me rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Donc, je vous le redis encore autrement, quand on est passé de l'homme à la machine, on a été capable de diviser, en l'espace d'un siècle et demi, le coût unitaire d'une transformation de l'environnement par quelques centaines à quelques milliers. Le pouvoir d'achat promis par les politiques, il est là. Il n'est pas du tout dans le fait que c'est des gens plus intelligents que la moyenne, ce qui n'est pas le cas du reste. Il est dans le fait que la physique nous a permis d'exploiter des convertisseurs à notre profit qui ont démultiplié notre capacité de transformation de l'environnement par des facteurs inimaginables, dont personne n'a conscience, et dont, je vais vous montrer dans pas longtemps, l'économie ne reflète absolument pas cette réalité. Imaginons que maintenant je prenne un esclave, donc ça reste entre nous parce que c'est interdit par la loi, et que les gens qui aiment bien ça sont rares. Donc si vous prenez un esclave, en règle générale, c'est quelqu'un pour qui ce n'est pas une vocation de jeunesse. Si je pose la question dans cette salle, qui a envie de faire esclave après ses études? Je ne suis pas sûr que j'obtiendrai beaucoup de mains levées. Donc ça veut dire que si vous prenez un esclave, vous devez prendre quelqu'un qui n'a aucune envie de faire ça, donc vous allez devoir payer pour qu'on aille le chercher contre sa volonté, payer ensuite, c'est-à-dire investir des moyens pour l'empêcher de foutre le camp, de vous trucider comme dans Django, etc. Vous allez quand même devoir le nourrir et vous allez devoir l'empêcher de mourir, parce que sinon vous perdez votre actif. Eh bien, si vous mettez bout à bout tous ces coûts, vous vous rendez compte que même un esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'est pas syndiquée, qui ne se met pas en grève, qui travaille H24. Donc la raison pour laquelle l'esclavage a disparu en Occident, selon moi, c'est tout simplement, c'est pas du tout parce que notre code génétique fait de nous des gens bons, alors qu'il y a 2 siècles, nous étions malfaisants. On a exactement le même code génétique, n'en déplaise à Laurent Alexandre. Non, c'est juste parce que, pour le moment, ça n'a aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder à asservir ses semblables, parce que c'est quand même emmerdant, alors que la machine fait ça pour beaucoup moins cher et sans heurter la moralité de quiconque. Donc c'est le pétrole qui a sauvé les esclaves. Ce n'est pas du tout notre code génétique qui a changé. Alors cette énergie que nous utilisons pour la mettre dans des convertisseurs, voilà comment elle a évolué par personne depuis 1 siècle et demi. Il y a 1 siècle et demi, l'essentiel de l'énergie qu'on utilisait, c'était du bois, donc des dérivés de la biomasse. Ça servait essentiellement à produire de la chaleur, donc ça alimentait des poêles pour se chauffer, et ça a servi également à alimenter le début des machines qu'on a été capable de mettre au point à cette époque, donc des forges. Il faut savoir qu'en France, les forges occasionnaient de la déforestation et ont occasionné une déforestation croissante jusqu'en 1850, et que c'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises, parce qu'on a arrêté d'utiliser du bois pour les forges. On utilisait également le bois pour les premières machines à vapeur de l'époque. Alors ce que vous voyez, c'est que le bois, par personne, on en utilise de moins en moins depuis 1 siècle et demi, mais comme il y a beaucoup plus de monde, comme on le verra après, en quantité totale, ça évolue pas de la même manière. Et vous voyez que toutes les autres énergies que nous avons utilisées après le bois sont toutes en utilisation croissante ou constante, et elles s'empilent les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'y a pas macroscopiquement de substitution d'énergie dans le monde. On rajoute les énergies les unes sur les autres.
Alors après le bois, on s'est mis à utiliser du charbon. Et vous voyez que la quantité de charbon utilisée par personne n'a jamais décru dans le monde depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Il n'y a jamais eu de baisse de la quantité de charbon utilisée dans le monde. Alors une des raisons à cela, c'est que le charbon aujourd'hui, c'est la première source de production électrique dans le monde. C'est-à-dire que le premier mode de production électrique dans le monde, c'est les centrales à charbon. On verra ça dans pas longtemps. Et ça utilise 2/3 du charbon qui sort d'une mine sur cette planète. Et l'électricité, c'est la forme d'énergie qui augmente le plus vite actuellement. Le pétrole est venu se rajouter au charbon. Il ne sert pas du tout à la même chose, le pétrole dans le monde, il sert essentiellement à la mobilité. Donc le charbon sert essentiellement à l'électricité, le pétrole sert essentiellement à la mobilité, avant toute chose. Après, on a eu le gaz, après on a eu l'hydroélectricité, le nucléaire, et puis dernièrement, on a les nouvelles énergies renouvelables. Alors ramener à l'individu les nouvelles énergies renouvelables, c'est les 3 petits machins du haut, là, dont on vous explique que dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est ça qu'il faut faire pour l'accord de Paris, ça va remplacer tout le reste dans un approvisionnement énergétique croissant, puisqu'il faut bien que la croissance économique ait lieu. Alors, s'il y a quelques courageux dans cette salle, je veux bien prendre les paris avec qui veut, à la sortie de cette salle, que dans les 30 ans qui viennent, nous n'aurons pas 100% ENR, remplaçant tout ça par personne, et même cette quantité en croissance. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont prêts à prendre le pari, je veux bien y aller. Et on n'y arrivera pas pour des raisons physiques. Voilà. Donc un monde 100% ENR, mais j'y reviendrai à la fin de cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat il est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40. Donc on peut très bien le faire, il n'y a strictement aucun problème, je veux dire physiquement on peut le faire. Ça n'est sûrement pas un monde qui correspond à la situation économique actuelle. Alors qui par ailleurs ne va pas durer non plus, donc ça, finalement, peut-être qu'on va y arriver quand même. Voilà, mais j'en profite pour vous dire une chose. Vous voyez là l'importance quantitative des ENR dans le monde par rapport aux autres formes d'énergie. À l'évidence, ça n'est absolument pas reflété par l'importance de ces sujets-là dans la pagination du journal. Et donc, je vais être un peu taquin avec vos anciens qui travaillent dans les médias et vous donner quelque chose que j'espère vous allez garder en mémoire parce que ça sera très utile pour piloter votre vie future, quoi que vous fassiez. Ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. Je répète? Non, c'est bon. Ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. La presse, c'est la fin d'un téléphone arabe. Qui a déjà joué au téléphone arabe dans cette salle quand il était petit? Alors, parmi les mains qui se lèvent, qui a constaté qu'à la fin de la boucle du téléphone arabe, on avait toujours, dans tous les cas de figure, strictement la même chose qu'au début? On est d'accord? Personne. Si? Une fois? Vous y avez joué combien de fois? Une fois et avec 3 personnes, non? Bon. Voilà. Donc la presse, c'est la fin d'un téléphone arabe dont vous ne connaissez ni le nombre de maillons, ni la qualité de la transmission entre chaque maillon, ni la source de l'information pour le premier maillon de la chaîne. Et comme vous le savez, la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son maillon le plus faible. Donc à partir du moment où vous ne savez pas ce que vaut l'information de départ et où vous ne savez pas ce que vaut la qualité de transmission de l'information d'un maillon à l'autre avant que ça arrive aux journalistes, vous ne savez pas quelle est la fiabilité de l'information que vous avez en face de vous. Donc je le répète, et c'est particulièrement vrai pour les sujets techniques, ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. C'est très agréable de vous dire ça. Ça veut dire que le boulot que vous pensiez pouvoir vous éviter de tri et d'analyse et de hauteur de vue sur l'information est fait par quelqu'un qui va bien le faire. Eh bien, manque de peau, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est utile de le savoir parce que ça vous évitera bien des déconvenus. C'est utile de le savoir parce que ça vous évitera bien des déconvenus. J'en profite pour vous dire une autre chose, qui est une autre grande règle de vie à cette occasion, qui est, vous avez été sélectionné pour rentrer ici avec des problèmes bien posés qui n'admettent qu'une seule solution. Enfin, en tout cas, en sciences. La vie, ça n'est que des problèmes mal posés qui admettent plusieurs solutions. Donc une partie de ce que vous apprenez à l'école ne vous est strictement d'aucune utilité pour gérer les problèmes de la vie. Ça ne sera que des problèmes mal posés, par exemple avec une information inexacte, et qui admettent plusieurs solutions. Voilà.